Chers fans de foot, chers téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Clubhouse de Dribble. Ça y est, l'été est là, les clubs luxembourgeois qualifiés en compétition européenne ont fait leur reprise, d'autres également. Léo Barreiro est en 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs, on aura l'occasion d'y revenir. Les gros coups du mercato sont déjà annoncés ou amorcés. Une période vraiment enthousiasmante, n'est-ce pas, le journaliste Boris Saint-Jalm qui est avec moi? Ouais, t'as tout dit Marco, effectivement. Moi c'est le moment que j'ai choisi pour tomber un petit peu malade. trop de news, trop de bonnes infos. Même Omnisport, on a Chris Rodèche qui va faire Wimbledon. Enfin, c'est super. On est sur une période très, très fournie en termes d'actu. Et puis, on a un super invité avec qui on va pouvoir discuter de ça. Absolument, un invité qui va lui aussi participer à une compétition européenne. Alors, pas sur le terrain. Il y en a un autre qui est sur le terrain et il a hâte que les compétitions européénes débutent pour nous voir partir à l'étranger et espérer qu'on soit perdu avec les bagages. C'est notre cher patron. Exactement. Alors, pas perdu, évidemment. Non, mais exactement. On a bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, on a hâte, c'est dingue, hein, les pelouses, on a quitté nos pelouses de BGL League il y a 3-4 semaines, ouais. Ça nous manque déjà, on a envie de revoir du foot. Et l'Europe va quand même arriver assez vite. Hâte de voir les 4 clubs se qualifier en phase de poule d'Europa League. Faudra gérer les stades disponibles à domicile quand on va jouer chaque jeudi. Hâte de voir tout ça. On a hâte. Et puis notre invité, il a 49 ans. Il a été un coach emblématique de clubs luxembourgeois tels que, alors d'abord les Yellow Boys de Weiler-Latour. Il y a eu l'US Mondorf surtout, tout le monde se souvient, pendant plus de 8 saisons, Differdange et Strassen, Luna, où il occupe depuis 2023 le poste de directeur sportif. C'est Arnaud Bonvigny. Bonsoir Arnaud, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tout le monde et merci beaucoup pour l'invitation. Au lendemain d'un match de préparation contre Differdange, tout le monde est prêt à Strassen ? On vient de commencer, c'est la première semaine, donc on a commencé un peu plus tard puisque nous on joue le deuxième tour. Ça a l'air d'être bien, oui. Puis ce deuxième tour de Conference League, vous allez le jouer alors à domicile, mais pas vraiment. Dundee United a publié sur son site que ce serait au stade municipal de Differdange. Vous confirmez ? Oui, absolument, oui. Bon, c'est dommage que ça se situe pas dans le nouveau stade, c'est parce qu'il n'est pas encore prêt ? En fait, le nouveau stade, il ne sera pas prêt pour jouer le premier tour d'Europe. Donc il faudra 1250 places assises et on ne les aura pas. Enfin... Pas tout de suite. Pas tout de suite, voilà. Allez, ce n'est que partie remise. On va en parler de Luna Strassen, de son nouveau stade, du projet évidemment, puisqu'au programme, on va revenir sur le FC Oona avec son mercato estival, ses renforts, qui pourraient peut-être en faire le deuxième effectif du Grand-Duché, c'est la question qu'on se posera. Les dernières infos transferts, la Conference League, la Club World Cup, c'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Et nous débutons donc avec le FC Oona Strassen et notre invité Arnaud Bonvigny. On va se demander, Strassen l'année d'après, puisque avec cette qualification historique obtenue, pas forcément sur le terrain, mais à la défaveur du Swift et de la jeunesse qui n'ont pu obtenir leur licence UEFA. Donc qualification en Coupe d'Europe pour Strassen. L'année d'après, elle a été gérée de manière assez extraordinaire, puisque Strassen termine dauphin, donc vice-champion de BGL League, avec le meilleur buteur de la compétition, Matthäus, avec 23 réalisations, je crois, en BGL League. Strassen, c'est le mieux géré au niveau des finances, avec des capitaux propres qui sont au-delà du million. Pourtant, un budget au niveau de la masse salariale qui était l'équivalent de clubs comme le SC Tambour. Strassen, c'est également un mercato où on a réussi à garder Matthäus Sousa, on a réussi à garder les frères Agovic, Koreios Khan. Est-ce que cette année d'après a été, selon vous, idéale ? Alors, je vais d'abord me tourner vers les chroniqueurs et ensuite vers vous, Arnaud. Moi, je pense que, à part être champion et créer une surprise incroyable, ça aurait pas pu être mieux. Donc non, il faut souligner la progression sportive parce que d'un point de vue structurel, on le sait depuis quelques années que c'était bien géré et que c'était un club qui avançait pas à pas, petit à petit, jusqu'à profiter d'une opportunité de décrocher l'Europe au gré des défections effectivement des autres clubs. Donc là la saison qui vient de s'achever, elle a été incroyable. Ils ont quand même été sur la deuxième place sur le tard. Oui, ils sont montés petit à petit. Ça a beaucoup bougé, on en a beaucoup discuté. On savait pas un jour c'était le progrès du Delange, Strassen, le Racing. Voilà, ils ont été à la deuxième place au bon moment à la fin quand ça comptait. Quand ça comptait. Donc
Non, pour moi, fantastique saison. Fantastique saison, je peux que être d'accord avec Simon. Moi, j'avais même eu un petit peu peur au début de la saison quand Victor Pereira il change de coach. On se dit est-ce qu'ils vont réussir à passer ce cap ? On sait qu'il y avait, on en parlait la saison d'encore avant, ce gap où ils n'arrivaient pas à battre les grosses équipes. C'était un petit peu la limite de Luna. Et en fait, l'arrivée de Stefano Benzi à la tête de l'équipe, on a senti qu'il s'est passé quelque chose tout de suite. Il y a eu des gros scores à infliger rapidement. Jeunesse, Bettembourg, un jeu très offensif. Un jeu vraiment très offensif. Quand tu regardes l'effectif, c'est vrai que tu as parlé tout à l'heure d'une masse salariale qui est quand même vraiment raisonnable. Qui est maîtrisée. C'est vraiment la plus faible masse salariale comparée au gros. Il y a 400 000 euros d'écart, ce qui est énorme à ce niveau-là. Donc je pense qu'ils pouvaient objectivement pas espérer mieux sur cette saison. Ils ont optimisé le maximum de ce qu'ils pouvaient faire avec un effectif qui, et c'est ça qui est super encourageant, c'est vraiment pas dépeuplé. Donc pour la saison suivante, c'est super intéressant ça aussi. Alors Arnaud, est-ce que vous analysez en interne cette saison comme vraiment réussie ? En tout cas, elle a répondu à tous les objectifs qui étaient fixés. Absolument. On a produit beaucoup plus de jeux dans la deuxième partie de championnat. Ouais. Surtout après le changement, c'est comme vous dites, et ça, je veux rien en prendre à Victor. Mais Stefano, en tant que joueur, il était très offensif, donc il a essayé d'infliger ça un peu à l'équipe, et c'est ce qui a fait un peu la différence à la fin. Ce qui a amené un plus. Absolument. Après, votre objectif en début de saison, il était d'être européen. Et c'est ce que Lucky George nous avait confié ici même. Voilà, il voulait être européen. Donc, oui, je pense qu'au moment où on était sur le point de changer d'entraîneur, on a discuté longtemps et c'était vraiment pas une réaction à chaud. On s'est dit, si on ne change pas, on va peut-être terminer 5e, 6e et tout le monde va dire Luna est à sa place. Ouais. Mais moi, je sentais, et quand on en a parlé avec Luc et avec Jempi notamment, on s'est dit, il y a plus dans cette équipe. Il y a plus de qualité offensive et on doit prendre ce risque. Même si ça nous tombera dessus, il ne faudra pas laisser cette chance. Et je pense qu'on a tout bien fait. Et Stefano Benzi vous a permis de franchir un cap, en fait. C'était de passer. Au final, vous avez fait bien mieux qu'espéré. Oui, c'était un risque. Finir deuxième. Ouais, c'était un risque. C'était un risque. Vous seriez contenté de la 4e place. Absolument. C'était un risque parce qu'on s'est dit, si ça tourne mal, ça nous tombe dessus. Mais de l'autre côté, on sentait que dans cette équipe, avec un Matthäus, avec un Zach, avec un Nico qui sort du banc, qui est plus en forme que je l'ai vu les dernières 5 années, tu sentais qu'il y avait plus dans cette équipe et c'est pour ça qu'on s'est décidé de changer. Ouais, non, c'est vrai que au-delà de ce qui s'est passé et ce qui en fait je pense est aussi super important quand tu changes d'entraîneur, c'est l'électrochoc et puis c'est la dynamique qui se crée et en fait rapidement ils ont enchaîné les victoires. Le fond de jeu. Je crois il y a eu 12-13 matchs d'affilée sans défaite, tu vas taper le Racing chez eux, tu vas battre Dudelange là-bas aussi, donc tu as des marqueurs dans la saison qui, au fur et à mesure de l'exercice, te font dire, et je pense font prendre aussi conscience aux joueurs de se dire putain, ouais, on peut le faire. Et petit à petit, au début, ils étaient 5, 6e, 4e, 3e pour finir 2e. Donc je pense que c'est une montée en puissance. On va pas dire que moi, personnellement, en tout cas au début de saison, je l'avais pas vu venir, mais au fil de l'exercice. On a parlé quand même de voir Strasson avant le début de saison, moi je pensais pas que Strasson allait faire 2e. Okay. Après, peut-être qu'il y a des deuxième, gens. Voilà. Non, deuxième. Oui, deuxième, voilà. Parce que après, vous avez pris un risque qui s'est avéré payant. Maintenant, on avait peu de doutes sur les qualités d'entraîneur de Stefano Benzi. La difficulté, c'est d'arriver en cours de saison, de rentrer dans un groupe qui était quand même. Fonctionnait plutôt bien. Tout. Voilà. Et d'obtenir tout de suite le franchissement du cap, c'est fort. C'est bravo au staff technique, aux joueurs, au président, à tout le monde, quoi. Puis alors un club, c'est pas uniquement l'équipe première, et Strasson a également brillé de ce côté en remportant la Coupe du Prince. Et c'est vrai que dans les objectifs du club, il y a, c'est écrit dans vos rapports de gestion, l'ambition de faire en sorte que le travail chez les jeunes porte suffisamment ses fruits pour pouvoir les intégrer à l'équipe première. On l'a vu déjà plusieurs fois au cours de cette année avec par exemple un Paddy-Bock, et c'est le but justement de faire sortir ces U19 pour les intégrer au fur et à mesure dans l'équipe première. Absolument. Je pense qu'il faut pas oublier une chose, plus tu montes dans le tableau,
plus ça devient compliqué d'y mettre des talents. Je pense que ça, c'était vraiment une des qualités que Stefano il a montré cette saison. Il n'avait pas peur de mettre dans le bain un gars comme Paddy Book. Hein. Et on en a encore qui sont derrière. Donc lui, il n'a pas peur de les faire rentrer. Et ça, c'est tout à son honneur. Et je pense qu'on doit continuer là-dessus, tout en sachant que si tu joues les places européennes, c'est plus difficile de les intégrer que comme si tu joues la 10e place. Bien ça, sûr. c'est sûr. Mais ça restera notre fil rouge. Hein. On veut garder les jeunes. Là, ceux qu'on a prêtés qui n'ont peut-être pas d'objectif à court terme pour intégrer l'équipe senior, on les a prêtés, on va les suivre, on va voir ce que ça donne d'ici 2 ans. Pour peut-être les faire revenir. Et puis, il y a les infrastructures avec le complexe qui, ça y est, a vu le jour, même s'il n'est pas encore exactement terminé. Alors, le premier match de Lunastrassen dans ce nouveau complexe sportif, c'est prévu quand ? C'était la prévu, reprise ? Oui, mais ce ne sera pas là. Ce sera plutôt début octobre, je dirais. Parce que les 2 terrains, ils sont prêts, mais il y a tout ce qui est autour. Donc, niveau sécurité, pour les ambulances, la police, tout ça, ce n'est pas encore apte. Ça joue, quand on est directeur sportif, d'avoir un nouvel bel écrin, parce que le stade Jean Wirth, on n'a rien contre lui, mais nous, c'est vrai que pour les cabines de presse, on n'est pas très bien lotis. C'est un peu mince, oui. C'est clair que je pense que ça joue surtout au niveau du recrutement, que les joueurs ils se réjouissent aussi de pouvoir jouer dans un nouveau stade. Et je pense que ça nous a aussi un peu facilité la tâche cet été. Bien sûr. Puis tu parles de ce qui peut faciliter le recrutement. Je parle sous le contrôle d'Arnaud, bien sûr, mais avoir un club qui... En fait, tous les joueurs savent que ce club-là, il est bien géré. Les joueurs, faut pas croire, ils parlent entre eux. Hein. Donc... tout le monde sait que c'est le club, l'un des clubs les mieux gérés du championnat. Tu as des belles infras, tu as un groupe qui s'étoffe de plus en plus et qui a de plus en plus d'ambition. Tu as un coach qui prône un beau jeu. Oui. Tu as des jeunes qui sont intégrés à ça. Voilà, c'est ça, le centre de formation fonctionne. Donc en fait, c'est presque un modèle de ce à quoi devrait ressembler un club au Grand-Duché, en espérant que d'autres s'en inspirent. Ouais. Donc, tu anticipes un peu le débat, on va en reparler dans un instant. La dernière question sur cette thématique, c'est évidemment la Conference League, donc le 2e tour que vous allez jouer contre le Dundee United FC, un mythique club écossais des années 70-80 qui fait un peu moins parler de lui ces dernières années. Donc dans l'antre du Tannadice Park, c'est quelque chose aussi qui donne envie aux joueurs d'aller là-bas. Absolument. Je pense que là, on est arrivé à un stade où ça, c'est un des objectifs principaux de la saison de chaque joueur. Jouer chaque saison l'Europe. Et si tu as la chance d'avoir un tirage pareil, donc je pense que tout le monde est bien content pour cette aventure. On peut rappeler que le Dundee United, c'est demi-finale de Coupe des clubs champions. Saison 83-84. L'année d'après. Je crois qu'ils se font sortir par la Roma. C'est l'année de la finale Roma-Liverpool. Exactement. Avec le tir au but et Groblard qui a les jambes spaghetti. Et qui fait exactement. Donc ils se font sortir par. Je sais plus maintenant, c'est Liverpool ou Roma, j'ai regardé en plus. Et 2 saisons après, ils sont finalistes de l'UEFA. Et en quart de finale, ils sortent le FC Barcelone à l'époque. Non, c'était une grosse équipe des années 80. Dans les années 80, les Écossais gagnaient des Coupes d'Europe. Maintenant, c'est plus trop le cas, mais effectivement, à l'époque, c'était un gros championnat. C'est vrai, Alors, quelles sont les chances de Luna, Arnaud ? Déjà, tu joues un match à 11 contre 11. Oui. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. C'est du 50-50. Et je pense qu'un entraîneur comme Steph, il le pense comme moi. Tu n'y vas jamais sans chance, hein, tout en sachant que ça va être très compliqué parce que justement au tirage au sort, quand on a parlé à leurs dirigeants, eux, ils espèrent avoir 10 000 spectateurs. Donc le stade, il en prend, je pense, une 15 000. C'est ça. Donc ce sera dur là-bas. Il faudrait être très costaud la première demi-heure. Et après, on sait que physiquement, ils sont déjà dans le championnat, que ce sera compliqué. Mais donc... Après, sur le niveau de jeu, il n'y a pas tant d'écart que ça. C'est pas les écarts d'il y a 30 ans. Non. On est sur quelque chose de beaucoup plus serré. Puis vous avez l'exemple du Pro Niederkorn qui a éliminé les Glasgow il y a quelques années. Oui, absolument. Si eux ont été capables de le faire. On n'y va pas sans chance, hein, tout en sachant que c'est pas nous les favoris, donc la pression, on va pas se la mettre à dos. Ce sera compliqué, mais on doit réjouir chaque seconde là en Écosse, je dirais.
Bon, et puis avec des renforts, puisque je parlais tout à l'heure de l'effectif qui ne s'est pas dépeuplé, on parle seulement de 5 ou 6 départs avec Bernardelli, Elio Lopez, Cédric Beverlin, Rastoder, peut-être Kaluenga. Et puis chez les arrivées, il y a de belles recrues, Brandon Burger de Rosport, Benjamin Romains de Wiltz, Ricardo Delgado du Swift qui a marqué, je crois, hier en fin de match, Tim Hall, donc Dadachev, vous en parliez, qui revient de Mersch. Voilà, c'est un effectif, et ça me permet de faire la transition, qui fait de Strassen à l'heure actuelle un club, alors peut-être prétendant pour passer ce deuxième tour de Conference League, et peut-être un prétendant pour la victoire finale en BGL League. Et donc ma question, messieurs, et Simon, je vais me tourner vers toi, est-ce que Strassen est devenu le deuxième meilleur club du pays, le deuxième club? Aujourd'hui, non, c'est trop tôt pour le dire. Oui, l'année dernière, la fin de saison, ils finissent second, mais de parler sur les 3, 4, 5 dernières années, si Strassen est devenu la deuxième force vive du pays, ça me semble un peu prématuré pour le dire. Ils sont sur la bonne voie pour certainement s'installer et devenir un concurrent constant du FC Differdange, sachant que le Swift a disparu des radars, que le Progrès a dû réduire la voilure. Dudelange, on ne sait pas trop, donc oui, automatiquement il va y avoir de l'espace pour prendre la place. Mais aujourd'hui c'est un petit peu court. Après moi je suis très optimiste sur le futur à court terme, moyen terme du club. Tu l'as dit, avec notamment l'arrivée du nouveau stade, ça c'est tout converge. Fait mourir. Tout se goupille bien. Non mais je veux dire, l'année où ils font le meilleur résultat en championnat, c'est précédé de l'arrivée du stade, quoi. Enfin, c'est incroyable. Ouais, non, c'est clair. On sait depuis de nombreuses années que le club est bien géré, les résultats sportifs ont augmenté, ont progressé de saison en saison. Et là, au moment où tu fais deuxième, tu vas affronter une belle équipe en Europe, bam, t'as ton nouveau stade qui arrive, des nouvelles infrastructures, un effectif bien construit, un coach offensif. Ouais, non, tout est bien parti. Mais aujourd'hui, c'est un tout petit peu tôt. Voilà. Maurice, toi aussi, tu penses que c'est prématuré ? Enfin, je vois ce que veut dire Simon, mais pour moi, actuellement, c'est déjà le deuxième club du pays. Alors, c'est pas que de leur fait, je pense, je mets en corrélation le fait que Luna est dans une phase ascendante et que tu as aussi d'autres cadors qui sont sur une pente plutôt descendante. Le mercato est en train aussi de le confirmer. Oui. Dudelange, tu disais on sait pas trop, en vrai on sait quand même qu'ils ont déjà perdu 6 titulaires indiscutables. On y reviendra. Et que pour moi ça va être compliqué, financièrement c'est dur. Le Progrès, comme tu l'as dit, a réduit la voilure. Et puis Strassen, c'est vrai qu'ils font deuxième la saison passée. Tous les voyants sont au vert en fait. Tu regardes l'effectif maintenant. Alors effectivement, il faudra confirmer cette saison. Là mais après sur l'instant T. Pour moi, sur l'instant T, évidemment, ils sont deuxième. Ils finissent deuxième. Non, mais même au-delà du classement. La question. Non, mais oui, je vous comprends. Après, il y a aussi est-ce qu'on la Coupe du Prince. En fait, c'est ça. Pour moi, il y a un on ensemble juge de facteurs. Sur 2-3 ans. Tu vois non, mais bien sûr, je suis d'accord que c'est un nouveau gros, on va dire. C'est un nouveau cadre du championnat. C'est un peu à une échelle un peu moindre, mais comme le Racing aussi, qui va devoir confirmer sa bonne saison. Mais Strassen, en fait, pour moi, il y a vraiment que des signes. Tous les voyants sont au vert. Pour moi, ces facteurs-là, en plus des performances sportives, d'un coach qui prône un jeu qui est vraiment alléchant, font que actuellement, à l'instant T, ça demande confirmation. Mais je pense que c'est la deuxième équipe du pays. Moi, je pense que c'est un an trop tôt pour se prononcer. Même l'année prochaine, ce serait même trop tôt. Mais malgré tout. Et dans un temps plus long, pour toi, c'est Dudelange, le deuxième club. Si on estime que on prend 5 ans, on prend sur une moyenne de 5 ans, ouais, pour moi c'est Dudelange, malgré. Si on prend sur les 5 dernières années, oui. Et on sait pas comment ils vont se relever autres. Mais tu vois, la saison qui vient, elle va être hyper intéressante parce que on dit toujours que le plus dur c'est de confirmer. La Strassen va être attendue. Donc tu vois, on va pouvoir juger s'ils s'installent, s'ils sont top 3 à la fin de la saison et que ça continue à recruter, à progresser, à avoir plus de monde. Oui, ils seront installés, ils sont déjà dans. Arnaud, vous vous situez où, vous, dans la hiérarchie des clubs de BGL League ? Je dirais un peu entre vous deux. Je pense. C'est clair que il faut pas, et nous on le fait pas, il faut pas oublier d'où est-ce que Luna vient, parce qu'il y a 2 ans et demi, comme moi j'ai entraîné l'équipe, quand je l'ai reprise, c'était en octobre, on était sur une place de barragiste.
Donc, et là, on termine deuxième dans 2 ans et demi, donc ça va très vite. Le foot, dans un sens comme dans l'autre. Ouais. Oui, et il faut que nous, on se mette ça tout le temps dans la tête, nous, ceux qui recrutent aussi. Et il faut aussi respecter, et pour moi, ça c'est le plus important, il faut respecter la voix donnée par le président. C'est lui qui donne le fil rouge, et nous, à nous de le suivre. Donc on va pas maintenant faire des excès avec des salaires. On va pas recruter n'importe comment. On va pas recruter juste parce que c'était un ancien joueur de l'équipe nationale. Donc l'objectif, c'est vraiment d'y aller step by step. Même si les 2 dernières années, les steps, ils étaient un peu plus grands. Ce sera compliqué, comme tu le dis, de confirmer. Il faut confirmer parce que, je dis l'exemple de notre attaquant, de Matthäus, faire mieux que cette saison, ça va être difficile. Ça va être déjà 24 buts. Ouais. Faire mieux que Zach, meilleur passeur du championnat, ça va être pas facile. Donc il y a quand même des ingrédients, il faut jamais les oublier. Et je pense que nous, dans le club, on a vraiment les pieds sur terre. Et comme vous dites, l'objectif, ça doit être de devenir peut-être une fois la 2e ou la 3e force du pays. Pour le moment, on est bien parti, mais je pense pour être vraiment, pour devenir une force du pays dans le pays, un gros dans le pays, il faut plus que 2 ans. Oui. Je pense que Dudelange, Verdange, avec Fabrizio, avec leur président, il a mis quand même 20 années pour devenir champion. Mais oui, c'est ça ce qui est important. Ils ont gagné des coupes entre-temps, ils ont joué l'Europe régulièrement. Voilà, et là, ils y sont. Dudelange, mais vous jouez le titre l'année prochaine. Je pense que il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui va challenger. L'objectif, c'est toujours de faire au mieux la même chose. Oui. Et ça, on sait que c'est pas donné de terminer 2e. Une chose que je voulais encore dire là-dessus, peut-être ce qui a fait pencher la balance un peu pour nous à la fin, c'était notre largeur de l'effectif. Oui, la profondeur de banc, c'est vrai. C'est parce qu'on a eu le luxe de mettre Nico Pérez sur un banc. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se permettre ça. Ou de mettre par moment un Edis Agovic sur le banc. De faire en sorte que Chuteux, ça ne se voit pas quand il était blessé. Et, voilà, et c'était ça aussi l'idée maintenant, pendant notre recrutement maintenant, d'avoir vraiment une largeur sur le banc qui fait pencher la balance en mars-avril. Encore une fois, j'ai eu droit à une passe décisive, cette fois-ci de notre invité. La profondeur de banc, faire un bon recrutement, essayer de pourvoir tous les postes et ne pas se laisser dépeupler. Il y a des clubs qui n'ont pas réussi en BGA League lors de ce mercato estival. On passe à la page Mercato Express. Avec le F91 Dudelange, le Swift Espérange, la Jeunesse Esch, le Progrès Niederkorn, pour des raisons plus ou moins différentes, pour certains des raisons de budget, pour d'autres des raisons de restriction de transfert, ou simplement de politique sportive, comme celle de Reynold Breuil. La question que je vais vous poser, c'est qui a perdu le plus gros ? Alors avant d'y répondre, on va essayer de faire un petit état des lieux sur les transferts, le mercato déjà confirmé. Pour le F91, on a Didier Després, le gardien, ainsi que Enzo Esposito qui sont sur le départ. Guilain Ranquéon, le défenseur également. Vincent Decker, Bruno Fréré, Bojic et Samir Hadji. Le gros coup pour l'instant de ce mercato estival. Puisqu'on entend d'autres noms qui pourraient venir. Mais en tout cas, voilà, le gros coup de Differdange, c'est d'avoir volé Samir Hadji à Dudelange. Pour le Swift, alors là, c'est sauf qui peut, Dupire, Delgado, Moren, Correa, Stolz, sans compter ceux qui étaient déjà partis au cours de la saison. Et avec cette interdiction, cette quintuple interdiction de transfert pour le moment, on peut pas se restructurer. La jeunesse, avec une nouvelle politique donc mise en place par l'entraîneur Reynold Breuil, qui a été pendant longtemps au CFN de Monderkange, donc qui connaît la jeunesse du pays, et donc qui va essayer de l'instaurer dans la jeunesse, enregistre les départs de Garros, Nouidra, Mohamed, Drif, Dutar et Mouric. Et puis on peut parler également du Progrès qui a laissé partir son gardien Latic qui va rejoindre le F91, Largerson sur le départ, Sofiane Daham, et on parle également, ça c'est pas encore confirmé, de Junior Burban. Donc voilà, on a fait l'état des lieux. Qui, selon vous, a perdu le plus gros ? Le Swift. Ouais. Le Swift tout de suite. Enfin, le Swift, c'est porté disparu. Il devait reprendre l'entraînement hier, ça n'a pas été le cas.
Ouais, il y avait personne. Voilà. Je savais même pas ça. Franchement, c'est fou. En fait, le Swift, c'est à mettre complètement à part des autres équipes. Parce qu'il y a la quintuple interdiction de recrutement. Donc, en gros, et le passé récent du mécontentement, du fait de ne pas être payé, tout à fait légitime des joueurs, et donc de l'abandon, de l'annulation des contrats. Je ne sais même pas quel statut ça peut prendre à ce niveau-là. Et juste de ne pas remplacer les partants, de ne pas construire un groupe, on ne sait pas. Appuyé par l'absence totale de communication du club et de Flavio Becca. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que va devenir le Swift Esperange. Est-ce que c'est... En sachant que, par exemple, chez les dames, Cianconelli est parti, donc le principal investisseur. Moi, n'est pas à l'abri du même scénario. Moi, je trouve étrange qu'il n'y a pas eu de combat pour essayer d'obtenir la licence UEFA, de se priver d'Europe, qui est en quelque sorte le produit d'appel pour faire venir de bons joueurs au sein du Swift et jouer le titre ou jouer l'Europe. Et là, j'ai l'impression que le club est à l'abandon total, en fait. Et on ne sait pas. On ne sait rien. Donc, il y a d'autres clubs qui ont aussi d'autres difficultés. Mais si on doit mettre un lauréat dans cette catégorie... pour moi, le Swift. Ouais, c'est le Swift. Et donc, toi, tu le mets à part, le Swift. Ouais, pour moi, je vais prendre le contre-pied de Simon. je le tente. Je tente le contre-pied sur le penalty. Je reviens. Vas-y. Pour moi, c'est plus le F91. Alors, j'entends et je suis totalement d'accord avec ce que dit Simon. Mais en fait, pour moi, le club qui perd le plus gros sur ce mercato, c'est le F91, parce qu'en fait le Swift, ils avaient déjà presque plus rien à perdre, ils ont déjà tout perdu sur les mois précédents. On savait déjà que les gros joueurs allaient partir à droite à gauche. Ça veut pas dire qu'il faut se désintéresser de ça, parce que c'est vraiment assez interloquant ce qui se passe là-bas, et même problématique. Mais sur ce mercato, globalement, l'équipe et le club qui perd le plus gros, pour moi, alors que c'était pas forcément super attendu, c'est le F91. Le F91, on l'a dit, c'est une équipe, alors on sait que depuis 2-3 ans, on se demande à chaque fois est-ce que ça va être la saison ou ça va être un peu plus dur. Pour l'instant, c'est jamais le cas. Pour l'instant, ils continuent de rester dans le top 3, ils sont bien installés, même si sur la fin de cette année, ça a été un peu plus compliqué. Mais ils ont failli remporter la coupe quand même. Et ils sont toujours là pour, même s'ils n'ont pas remporté de titre sur les 2-3 dernières saisons, mais comme tu dis, ils sont toujours à l'affût, et ça fait toujours partie des 2-3 gros clubs du pays. Et là, que tu regardes, ils perdent leur gardien titulaire, donc ils perdent Després, ils perdent le patron de la défense, Decker, ils perdent les deux milieux super importants, Fréré et Bojic, ils perdent Samir Hadji. Je suis d'accord avec toi, en vue de la Coupe d'Europe, deuxième meilleur buteur. En vue de la Coupe d'Europe emblématique. Et du championnat, je suis d'accord avec toi, Dudelange, pour moi, c'était juste derrière le Swift. Mais moi, j'insiste sur le Swift parce qu'au final, au-delà de la saison, je trouve qu'on perd un outsider ou un des favoris des 3-4 dernières années du championnat. On perd vraiment quelque chose. Mais c'est pas pour moi, c'est pas le débat, parce que le débat, c'est sur le mercato. On en a gagné un de Challenger. On a gagné Strassen. Après, on laisse effectivement, ça laisse des places à d'autres. Pour moi, sur le mercato, je comprends tout ce que tu dis, je suis d'accord. T'es en train de dire que j'ai pas bien compris la question? C'est ça que non, moi, je pense que Simon, t'es sur le temps long. Et que aujourd'hui, je suis beaucoup sur le temps long. Voilà, et que Boris est sur l'instant. Sur la fougue de la jeunesse, les gars. Ouais. Et pour parler de la jeunesse et même du progrès, où pour moi, c'est un peu en dessous en termes de perte, c'est que sur le progrès, la jeunesse, t'as quand même, et c'est pour ça que je mets Dudelange encore au-dessus, c'est que t'as une redéfinition du projet, plus ou moins claire. La jeunesse, voilà, mise sur la jeunesse, c'est le cas de le dire. Le progrès, on sait qu'il n'y a pas d'Europe. Mais il va avoir une équipe qui tienne la route, le progrès quand même. Voilà, c'est ça. Jeunesse, j'ai annoncé les partants, il y a autant d'arrivants exactement que très de jeunes, donc il faudra faire attention. Mais regarde le Swift, quelle équipe ils vont aligner? Oui, bien sûr, je suis d'accord, mais pour moi c'est un autre débat. Dudelange va aligner une équipe, pour moi c'est un autre débat. Sur le papier moins forte que celle de l'année dernière, sans doute quand tu perds Hadji, quand tu perds et les autres joueurs que vous avez cités tout à l'heure. Bien sûr. Mais le Swift, on se demande en fait, si pour on moi, avec les moins de 15. Ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas le débat. Pour moi, ceux qui perdent le plus gros sur le mercato, c'est vraiment le F91, parce que le F91, quand on discutait... Attention, quand tu perds Hadji... Déjà, tu perds ton meilleur joueur capitaine, mais en fait... Avant le mercato, tu regardes le tirage au sort même de la Coupe d'Europe, tu te dis Dudelange, ils peuvent passer 1-2 tours, même c'est pas impossible. Ouais. Est-ce que tu es sûr que on peut essayer de trouver qui perd le plus, etc. Mais est-ce que tu es sûr que le Sud vont réussir à se maintenir? Ah non, moi je pense que le Swift ils vont descendre. Si je dois donner mon avis, je pense que s'ils jouent avec les jeunes, ils vont descendre. Mais encore une fois,
On aimerait bien quand même avoir un mot des gens du club pour savoir ça. Ce serait bien, franchement, ce serait bien. Alors, effectivement, l'appel est lancé. Avis à Fernand Laroche ou à Kim Menaille ou n'importe qui au club. Ou Flavio Becca, si vous Flavio Becca, bien sûr. Évidemment, le bienvenu. Oui, tout à fait. On les invite avec grand plaisir à nous présenter la situation et le projet du club. Arnaud, je vais vous rendre la parole. Vous n'allez pas stigmatiser un club ou l'autre, mais selon vous, quelle est la plus grande inquiétude là où on en est au mercato, en sachant qu'on n'en est qu'à la moitié du mercato? Et c'est vrai. Oui, je pense que les deux clubs là dont on vient de parler, ils risquent vraiment de perdre gros. Dudelange, je pense qu'ils ont quand même encore un effectif qui peut tenir la route pour jouer les 5 premières places. Ouais. Après, on ne sait jamais ce qu'ils vont recruter. Ça se peut aussi qu'ils vont trouver les deux perles rares qui leur manquent peut-être. Mais c'est vrai que de perdre un Samir Hadji devant et un frère au milieu de terrain, c'est quand même deux coups très durs. Bon, de l'autre côté, je dois aussi dire que ça ne me revient pas de discuter trop des concurrents, bien sûr. Des concurrents. Nous, on doit faire notre travail. Je pense qu'on est en train de le faire pour la saison prochaine. On a assez à faire pour confirmer, je dirais. Et j'espère vraiment Dudelange. Moi, je suis Dudelangeois, donc pour que Dudelange il tienne la route aussi la saison prochaine, parce que Dudelange, c'est quand même emblématique. Ça fait 25 ans qu'ils ont quand même amené le football luxembourgeois en haut. Donc, ce serait vraiment dommage si on les perdait. D'autant qu'on a perdu le Fola qui est descendu en promotion d'honneur, où c'était déjà d'une grande tristesse. Alors effectivement, on va essayer de garder... et je suis très confiant qu'avec leurs dirigeants, qu'ils vont trouver des solutions. Pour faire consensus avec ce que tu disais, Simon, et peut-être conclure aussi là-dessus, que ce soit Dudelange ou même Espérange, c'était grosso modo les deux très gros clubs avec les plus grosses ambitions européennes sur les dernières saisons. Et là, on sent que ça va être compliqué, donc forcément, c'est dommageable. Après, comme a dit Arnaud, pour Dudelange, on ne sait pas, ils gardent une ossature, même si orpheline de 2 ou 3 éléments forts. 5 ou 6. Sans doute. Ils peuvent aussi avoir une cellule de recrutement et avoir un coach qui travaille bien et trouver. Un centre de formation. Parce que on l'a pas précisé, mais je pense que le souci principal, ça reste les finances de beaucoup de clubs et l'enjeu de tous les mercatos de chaque équipe. Mais ils peuvent avoir de bonnes idées, faire sortir des jeunes. Ils ont un centre de formation qui fonctionne bien. C'est pour ça que je lui dis, moi Dudelange, on en a parlé la semaine dernière, je vous l'ai dit, je trouve que même pour la Coupe d'Europe, le tour, il va être quand même compliqué. Ça va être dur. Compliqué. Mais néanmoins, ils seront compétitifs. Ils vont pas jouer le maintien. Ils vont jouer le haut du tableau. Arnaud, qu'est-ce qui vous manque à l'heure actuelle dans votre effectif ? Plus grand chose, je dirais. Déjà, si on trouve pas, on va pas recruter pour recruter. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, plus tu montes dans le tableau, plus ton recrutement il doit être ciblé. Si aujourd'hui je peux me permettre, sans en vouloir en prendre aux joueurs qui sont en place, il nous faut peut-être un milieu offensif qui sait créer plus de ce qu'on a peut-être fait par moment la saison dernière. Ouais. Je pense qu'on est bien armé pour faire face aux grosses écuries, mais il faut quand même avouer qu'on a eu certains matchs la saison passée contre les petites notamment où on n'a pas blocs bas. On n'a pas trop joué ou trop pu imposer notre jeu. Et c'est là où on cherche. C'est pas facile. Et si on trouve pas, on va rester comme ça, c'est sûr. Oui, parce que Strassen est quand même bien parti pour rester, sinon le deuxième, en tout cas dans le top 4. Boris, je vais te donner la parole, parce qu'on parle de politique de club. En ce moment, il y a la Coupe du Monde des clubs, et je parlais de Léo Barreiro qui sera en 8e de finale, parce que ça y est, la phase de poule se termine ce soir. C'est même fini, c'est terminé, ça y est, on a le tableau. Affiches, on a le tableau, on a un Luxembourgeois qui jouera les 8e de finale, un Luxembourgeois double buteur en phase de poule. Donc Léo Barreiro avec Benfica qui a été titulaire lors de la victoire contre le Bayern, première historique pour Benfica. Barreiro qui a fait un super match d'ailleurs et qui jouera du coup avec son club portugais, les Anglais de Chelsea. Donc une belle affiche sur le papier. Il y aura match. Il va y avoir bagarre. C'est quoi, c'est pas dimanche soir ? Demain 22h pour les amateurs. Ça se regarde. Ça se regarde, ça va être une belle affiche, sachant qu'ils ont partie de tableau qui est la plus ouverte pour moi, parce qu'en quart c'est soit Botafogo soit Palmeiras.
ça reste des très gros clubs brésiliens, mais c'est jouable. Et que la partie de tableau du dessous, tu as le PSG, le Bayern, le Real qui vont un peu s'écharper. Donc, non, c'est très positif. Barreiro qui jouait un petit peu moins avec Benfica sur la fin de saison. Là, il a joué les 2 matchs où le Benfica a gagné, notamment le match important contre le Bayern qui leur permet de passer premier. Donc, non, ça va être intéressant à suivre. Vous suivez la Coupe du Monde des clubs un Non, petit peu? pour être franc, pas trop. Ouais. Boris, toi qui regarde tout ce qui peut être moi, vu au niveau du foot, je suis un malade de foot. Tu regardes Hier soir, t'as regardé je regarde pas City Juve? Ouais, j'ai regardé. Okay. Mais il n'y a pas les matchs à 3h du matin. Marco, j'ai du mal à m'y mettre dessus quand même. 3h du match, même les matchs à 21h, je vais voir. Non, moi c'est la BGL qui me manque. Mais... ouais, non. C'est vrai que... Ou la Ligue 1 Dames. Ou la Ligue 1 Dames d'ailleurs, j'espère que Strassen va aussi développer la section féminine comme c'était dans le projet. C'est prévu. On est en train. Très bien, parce que ça c'est peut-être la petite chose qui manque pour être vraiment un club bien installé. Boris, pour terminer sur cette Coupe du Monde des clubs, tu as parlé des grosses écuries, il y a aussi des grands noms qui jouent dans des plus petits clubs. Ouais, c'est clair, c'est le point positif de cette Coupe du Monde, c'est que tu as des rencontres, c'était le but, avoir un peu des PSG Inter Miami, donc on va revoir Lionel Messi face à son ancien club. T'as Monterrey aussi, le Monterrey de Sergio Ramos qui va jouer Dortmund, donc toujours sympa. Al Hilal, où forcément avec la force de frappe financière des clubs saoudiens, là t'as beaucoup de têtes connues qui ont joué dans les meilleurs championnats européens qui vont jouer. Ce sera contre Manchester City, donc là ça va être compliqué. Ils sont devenus costauds. City là, moi je les vois bien favoris, même si c'est une compète. Je sais pas trop si tout le monde va jouer à fond, mais City hier contre la Juve, ils ont l'air de jouer à fond quand même. C'est costaud. Ils ont intégré les recrues, donc non forcément. On va regarder ça du coin de l'œil, même si effectivement les stades sont pas pleins, que les matchs sont arrêtés pour des intempéries, on regardera quand même. Voilà. Arnaud, votre club international de cœur, c'est lequel ? Le Milan. Ah, le grand Milan. Le vrai Milan. Il est plus si grand que ça entre temps. Ouais, là c'est plus compliqué. Ouais. Donc voilà pourquoi ils regardent pas la Coupe du Monde des clubs. Ouais, ils y sont pas. Bon, vous en tout cas, j'espère que vous avez regardé avec attention ce Clubhouse avec Arnaud Bonvigny. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Arnaud. Avec plaisir, merci. J'espère qu'on se verra du côté de l'Écosse pour affronter donc les Dundee United FC au Tannadice Park. Merci Boris, merci Simon d'avoir été à mes côtés. Toujours un plaisir. Et puis je vous souhaite un excellent week-end de foot, bien sûr. À la semaine prochaine. Ciao. Merci, au revoir.